Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je m'interrogeais sur la notion de l'éthique en mission humanitaire. Est-ce que vous avez une éthique particulière quand vous partez? Comment, euh, comment vous gérez ça et comment vous approchez la notion d'éthique par rapport aux missions? Bonjour. Alors la question de l'éthique en mission humanitaire est une vraie question, très à la mode, mais aussi très intéressante parce que c'est une question qui évolue et qui, de surcroît, est fort présente dans les missions humanitaires. Alors pour nous, c'est une vraie interrogation parce que comme toute mission, comme tout médecin, on s'interroge vraiment sur nos actions, on remet en question la faisabilité, la réalité et surtout l'efficacité de nos missions. Donc on a comme point et comme ligne d'Ariane toujours de respecter l'éthique en mission humanitaire. Cependant, l'éthique classique répond à plusieurs concepts, comme par exemple la notion d'autonomie, la notion de justice, la notion de bienfaisance. Toutes ces notions, pour nous, qui sont très classiques dans la littérature, nous ont quand même interpellés. Et on s'aperçoit qu'en pratique et sur le terrain, toutes ces définitions et ces lignes pratiques de l'éthique ne peuvent pas être appliquées. Je prends pour exemple la notion de non-malveillance. En mission humanitaire, quand on veut respecter l'éthique, il y a un concept qui s'appelle la notion de non-malveillance, comme si on pouvait être malveillant en mission humanitaire. Et ça, c'est très intéressant parce que cette notion de malveillance, nous, elle nous interroge parce que comment on peut imaginer qu'une mission humanitaire faite par des bénévoles qui nous coûte de l'argent et qui nous met dans des situations toujours difficiles peut être faite pour être malveillant vis-à-vis de l'autre. Pour nous, c'est un concept qui est un peu dépassé. Et je prends pour exemple un jour en mission, quand on était sur le fleuve Niger, au cours d'une mission dans un village qui s'appelle Kumbakara. On travaillait depuis 5 ans, c'est vraiment au nord du Bénin, sur le fleuve Niger, et donc des missions en dispensaire. Je m'étais interrogé sur cette question notamment du décès, de la complication post-opératoire et du décès. J'avais demandé au chef de village, qui s'appelait Moussa Bello Maman, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui peut arriver au cours d'une mission si on a une complication, voire si on a un décès. Qu'est-ce qu'on risque, quels sont les risques que l'on va prendre? Est-ce que c'est dangereux pour nous? Est-ce que la population va nous en vouloir, etc. En fait, je lui posais la question pour savoir quelle était la possibilité d'effets secondaires pour nous. Ouais, ouais. Et donc le chef de village nous a répondu de manière très claire que pour nous c'était quasiment impossible, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun risque pour nous. Et alors je dis mais pourquoi, comme dans tout pays, etc., quand il y a une complication ou un décès, Bah oui, il peut y avoir surtout des là-bas. conséquences, bien sûr. Ouais. Et il m'a dit non, mais pour nous, ici, c'est très clair, il ne peut pas y avoir de réprimande de la part de la population. Parce que pour la population, on vient de loin, on quitte nos familles, on travaille dans des conditions difficiles. Il a employé une expression en Haoussa qui voulait dire vous venez pour nettoyer notre merde. C'est-à-dire, tu sais, quand on nettoie le pu, Ouais. quand on nettoie les infections, etc., pour eux, c'est très sale et c'est vraiment quelque chose de particulier. Et ils ne peuvent pas imaginer que des Blancs qui arrivent d'Europe, qui quittent leur famille, qui payent leur voyage, qui travaillent dans des conditions difficiles, qui vivent avec au village, qui nettoient leurs plaies, etc., soient là pour faire du mal. Ouais. Donc si le patient meurt pendant une intervention, c'est que c'est les génies de la forêt qui l'ont voulu, c'est ainsi, c'est la fatalité, mais en aucun cas, ça peut être nous qui venons faire du bien pour eux, et on n'est pas venu pour faire du mal. On est venu, s'il y a eu un décès, c'est le hasard, Ouais, ils trouvent une il y a une explication autre à explication un ça. peu plus Ouais. mystique, mais ça ne Ouais. peut pas être nous. Ouais, ils vous mettront jamais le tort dessus en fait. Non. Et c'est très important parce que moi, ça m'a interpellé sur cette notion d'éthique qu'on voit en Europe, sur Ouais. ces définitions de l'éthique. Par exemple, la notion de justice. La Ouais. notion de justice est une notion d'éthique bien particulière, mais qui n'est pas du tout applicable en Afrique. Ah ouais. Ben, parce que la justice veut dire, par exemple, pour nous, médecins, c'est qu'on doit opérer tout le monde de la même façon. La justice, c'est d'opérer de manière équitable tout le monde. C'est faux. Par exemple, quand on est sur un terrain de guerre, eh bien, Hmm. quand on doit choisir, quand il y a un bombardement, quand on a des blessés de guerre, on va choisir pas en fonction de la justice, on va choisir en fonction de la probabilité que le patient survive ou pas. Ouais. Donc on fait ce qu'on appelle en anglais the triage. On va trier les patients
Et parfois, c'est très dur parce qu'un patient dont on sait que la probabilité de mort est importante, eh bien, on va lui mettre une étiquette, on ne va pas s'en occuper parce qu'on ne peut pas s'en occuper, on va préférer privilégier notre temps et notre action sur les gens qu'on peut sauver. Donc là, il y a une injustice totale face à l'individu. C'est-à-dire que lui, on va le laisser mourir et l'autre, on va le soigner. Un autre exemple qui m'était arrivé en mission, c'est que quand on opère en mission, on fait des listes de patients. Ouais. Et on s'aperçoit que sur ces listes de patients, eh bien, pour nous, en Europe, on va privilégier l'urgence et on va privilégier les enfants. En Afrique, c'est différent. C'est le vieux, la personne âgée qui est privilégiée. Et donc, on a plein d'histoires, dont une qui m'était arrivée au village, où on avait fait passer une urgence chez un enfant avant une personne âgée. Et vraiment, ça a été la catastrophe. Ça s'est très, très bien passé parce que la population africaine, et notamment du village, n'avait pas compris comment on pouvait faire passer un enfant avant une personne âgée. Alors que pour nous, nos critères, Ouais. c'était l'urgence et l'enfant. Ouais, c'est la différence entre les critères européens et là-bas, justement, où, comme tu dis, la personne âgée est vue comme quelque chose de très spécifique, vu qu'il y a beaucoup plus de chances que les gens meurent plus jeunes. Donc en fait, quelqu'un de vieux est quelqu'un de précieux là-bas. Tu as tout à fait raison. Les principes qu'on évoque en général et qui sont louables en Europe, dans notre expérience, n'est pas toujours applicable sur le terrain et dans les dispensaires, et notamment avec toutes ces notions d'éthique et ces définitions, qui sont par exemple la justice, la bienfaisance, la non-malveillance, l'égalité. L'égalité aussi, les gens ne sont pas égaux quand on est en dispensaire, parce que on va choisir et on va traiter les gens en fonction de leur âge, de leur handicap, et nous, nos critères ne sont pas les mêmes que ceux en Afrique. Donc tu as l'exemple de la sélection qui est favorable là-bas aux personnes âgées plutôt qu'aux enfants. Voilà. Et par exemple, il y a un autre comment ça s'appelle, critère important d'éthique qui est l'autonomie. Donc, dans les critères européens de l'éthique médicale, on doit vraiment laisser l'autonomie au patient. Ça aussi, c'est un concept qui, nous, dans notre expérience de terrain, s'est révélé être fausse. L'autonomie n'existe pas en Afrique. En France, on demande au patient de choisir son autonomie, de choisir son soin, de choisir son traitement, même de choisir sa mort, de choisir de ne pas être traité ou pas. Dans le don d'organes, par exemple, c'est le patient qui doit choisir. Donc il y a une vraie autonomie dans les choix et la décision du patient. En Afrique, ça n'existe pas, puisque le patient n'est pas seul. Traiter un enfant en Afrique, c'est traiter une famille, traiter un village. La décision est collective. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que nous, au début, quand on consultait sur les berges du fleuve Niger, on était au village. Quand tu fais une consultation, il n'y a pas du tout d'intimité. Tout le monde est autour de la consultation. Et même, c'est très drôle, puisque parfois, tu as des commentaires. Par exemple, tu vas poser une question à une dame, etc. Puis tu as le voisin qui est là, qui va dire non, non, elle n'a plus ses règles, etc. Ou il va faire des commentaires et la décision est collective. Et dans le choix de l'intervention, ce n'est pas le patient qui choisit, c'est la famille, c'est le village, c'est tout le monde qui va prendre une décision collective, voire on fait appel aux tradipraticiens. Donc l'autonomie est un concept très européen qui n'existe pas dans notre expérience, dans les prises de décision thérapeutiques au niveau du village. Ouais. Par exemple, dans l'histoire d'Abednego, dont on a déjà parlé dans un épisode précédent, on voit bien dans le reportage sur lui, c'est l'instituteur du village qui est interviewé et qui décide du coup de le faire, Tout à fait. se faire opérer, Tout à fait, parce se faire que opérer de la fente labiale. Nous, notre concept européen, c'est l'enfant doit décider d'opérer, etc. Sauf que là, dans l'exemple d'Abednego, c'était un enfant esclave qui avait été donné à une famille de pêcheurs, et le pêcheur, il ne le voyait pas du tout de la sorte. Pour lui, l'opération, ça voulait dire un enfant qui n'allait pas pouvoir travailler plusieurs jours et tout, c'est embêtant. Donc la décision n'est pas prise par le patient, elle est prise par la collectivité. Donc ce qui prouve que l'éthique médicale que l'on devrait appliquer, que nous, on reconnaît ou qu'on a appris à appliquer en France ne peut pas être appliqué au village. Et l'exemple bien précis, c'est par exemple l'amputation. Ouais. Il m'est arrivé, moi, dans un village au Tchad, justement, de devoir amputer l'avant-bras, la main d'un patient qui avait une infection terrible, très importante, et il fallait qu'il soit amputé, parce que sinon il allait faire une septicémie, il allait mourir. Et donc pour lui sauver la vie, il fallait l'amputer. Eh bien, quand j'ai proposé l'amputation, dans le but de sauver le patient,
Ça a pris 2 jours de réflexion. La famille s'est réunie, ils ont vu avec les tradipraticiens, ils ont vu avec le chef de village, et c'est qu'au bout de 2 jours, ils sont revenus en disant on accepte l'amputation, on a bien compris, et donc là, c'est une décision qui a été collective. Donc le principe d'éthique prôné en France, qui est l'autonomie du patient, ne peut pas être appliqué en Afrique. Ok. Et là, dans ce cas précis, ils ont fini par accepter l'amputation. Bien sûr, ils ont accepté parce que après réflexion, discussion avec l'infirmier du dispensaire, etc., ils ont pris tous les renseignements qu'il fallait et ils ont vu parce que l'amputation est souvent très mal vécue en Afrique. Hein. C'est comme ça, c'est symbolique, l'amputation du corps. Bon, Retirer un membre retirer à un un membre, corps, c'est etc. C'est pas... souvent très très mal vécu. Ouais. Mais pour nous, c'était vraiment de l'ordre du vital pour sauver le patient. Bah Et ils oui. ont bien vu qu'on n'était pas là pour s'amuser, pour l'amputer, pour le plaisir, etc. Et donc après, ils téléphonent, ils se renseignent, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la décision n'a pas été prise par le patient. Donc le Hmm. concept premier de l'éthique qu'on nous enseigne dans nos facultés en France, qui est Ouais. l'autonomie, ne peut pas être appliqué en Afrique. Est-ce que je l'ai découvert relativement tôt, ça? On l'a découvert très tôt puisqu'on a été confronté très tôt à ces genres de situations. Par Ouais. exemple, pour prendre une décision sur une opération, d'abord, ça commence par les consultations. Les consultations, comme je te l'ai dit, sont collectives. Donc très vite, on s'est aperçu que, eh bien, on ne pouvait pas faire de consultations intimes avec le patient tout seul. Bon, ensuite, la décision, on a vu qu'elle n'était pas prise par le patient, elle était prise par les parents. Ce qui est normal souvent, d'ailleurs, parce que quand un enfant est mineur, on demande l'avis des parents. Ça, c'est Oui, normal. ça pour les enfants, Pour les enfants, pour les c'est mineurs, c'est compréhensible. normal. Mais là, ça allait au niveau du chef Ouais. de village. Et puis tous les patients qu'on voit en consultation passent avant chez le tradipraticien. Et moi, d'ailleurs, aujourd'hui, quand je vois un patient en consultation, d'ailleurs, il y a de plus en plus de villages dans lesquels on consulte avec le tradipraticien, on demande l'avis du tradipraticien, mais souvent, avant de prendre la décision, je dis au patient, allez voir le tradipraticien, demandez-lui son avis, et puis en fonction de ce qu'il vous dira, vous vous ferez opérer ou pas. Ah Parce que ouais. la décision est collective. Donc on a très vite appris à s'adapter à l'environnement des missions, et notamment de tous les points de vue éthiques, parce qu'on a été confronté, comme je te le disais en consultation, pour les interventions, pour les suites opératoires, pour beaucoup de choses. C'est l'adaptation au terrain qui a fait qu'on a modifié nos réflexes d'Européens, qui sont bons, mais qui ne sont pas toujours applicables à la population et aux cultures locales. C'est pour ça que plutôt que de parler d'éthique, moi je préfère parler des éthiques, c'est-à-dire l'éthique Ouais. au pluriel, parce qu'il y a plusieurs éthiques en fonction des lieux où tu travailles. Ah ouais. Et l'éthique première, c'est toujours la conduite, le fil d'Ariane de toutes nos actions, ça reste l'éthique. L'éthique en général, c'est-à-dire, l'éthique, ça veut dire quoi? C'est faire au mieux. Un architecte, quand il fait l'éthique de l'architecte, c'est de faire le plus beau possible, le mieux. L'éthique, c'est toujours faire au mieux que tu peux faire pour le patient. Ouais. Donc, on a ce fil d'Ariane, on fait au mieux, mais en s'adaptant aux règles locales. Oui, bien sûr. Et un des principes sur lesquels tu appuies, justement, est la notion de bienfaisance. Et justement, c'est de faire le bien pour l'autre et pas pour soi. Donc, il faut que tu adaptes, en fait, quand tu arrives sur place, à la population, à ce que le patient vraiment te demande, quitte à faire quelque chose que peut-être toi, tu n'aurais pas pensé faire. Exactement. Donc la Pour le... notion de bienfaisance, c'est toujours de répondre et de faire pour le patient. Il faut s'attacher à respecter ce principe de bienfaisance. Ouais. Parce que nous, souvent, quand on va en mission, on veut donner, on veut faire ce qu'on sait faire. Le chirurgien, il veut opérer. Le médecin, il veut faire la médecine. Le dentiste, il veut faire la dentisterie. Nous, les chirurgiens, ben moi, je suis chirurgien plasticien. Je veux faire de la chirurgie plastique, de la chirurgie réparatrice. Mais souvent, il y a des demandes qui sont en dehors de ma spécialité. Donc, mon rôle de médecin, c'est de donner aux gens ce qu'ils veulent et de ne pas leur imposer ce que je sais faire. Alors, si jamais il y a besoin de réparer un brûlé ou un séquel de brûlure ou d'accident, etc., je vais le faire. Mais parfois, il y a des demandes d'autres pathologies. Donc, mon rôle de médecin, c'est de soigner les patients. Et quand ça sort de ma spécialité, eh bien, je vais faire venir un autre collègue qui va traiter la spécialité en question. Ouais. Donc, la notion de bienfaisance, c'est souvent de respecter la demande du patient, de ne pas se faire plaisir. Alors, on se fait plaisir en mission, hein, parce que si on va en mission, c'est avant tout parce qu'on aime, parce qu'on se fait plaisir en premier. Ça ne me gêne pas de le dire, parce que
pour donner du bonheur, il faut être heureux. Donc il faut venir, être passionné, être en forme et donner le maximum de sa passion et de son amour et de son savoir-faire, parce que les gens, ils veulent là-bas, ils ont besoin d'amour, mais ils ont surtout besoin d'un chirurgien qui est efficace dans la spécialité. Et la notion de bienfaisance est toujours remise en question, pour moi, dans beaucoup d'ONG que j'appelle le tourisme humanitaire. C'est parce que souvent, on voit des ONG qui, avant de faire plaisir aux populations, se font plaisir à eux-mêmes. Et ça me désole un peu. C'est ce que j'appelle, moi, le tourisme humanitaire. C'est un peu désolant, mais c'est la réalité. Les gens ont trop tendance parfois à se faire plaisir, eux, plutôt que d'apporter vraiment un soin aux populations. Bon, je suis un peu méchant de dire ça, mais quand on analyse un petit peu les missions, c'est parfois assez visible, un peu désolant, bien que la majorité quand même des gens qui partent en mission veulent faire du bien. Donc, Ouais. mais il y a toujours cette petite partie quand même de tourisme humanitaire qui moi, me gêne beaucoup et qui m'énerve plus que tout. Qu'est-ce qui concrètement fait que eux vont faire du tourisme humanitaire et pas... Est-ce que tu as un exemple concret de... Bah, l'exemple concret du tourisme humanitaire, c'est quand il y a des gens qui passent plus de temps à l'hôtel ou dans les marchés à se balader. Ou, voilà, la caractéristique, c'est les gens qui vont en mission pour se balader, pour plus se passer du temps à faire du tourisme que de faire des opérations, qui vont faire deux, trois petites consultations et qui le reste du temps vont faire du bateau, de la pirogue, ou qui vont faire des safaris ou à la plage. Le tourisme humanitaire, c'est les gens qui se font plus plaisir eux-mêmes. Hmm, Se faire plaisir, c'est important. oui, Mais il faut que le but de la mission soit toujours efficace pour l'autre. bien Alors sûr. si tu peux être efficace en te faisant plaisir, ça c'est l'idéal. C'est pas ça le tourisme humanitaire. Le tourisme humanitaire, c'est passer plus de temps et d'investissement. Par exemple, il y a des gens qui vont plus passer d'argent dans leur billet d'avion, dans leur hôtel et dans leur balade, etc., que sur le terrain à soigner Ouais, les que gens, quoi. concrètement mettre son Voilà, argent pour aider et opérer exactement. quelqu'un. Oui, Donc oui. ça, c'est Ouais. c'est un peu la caractéristique du tourisme humanitaire. Bon, après, il ne faut pas être trop méchant non plus. À partir du moment où il y a toujours un bénéfice pour les populations dans lesquelles on va, ça reste positif. Mais c'est un peu énervant de voir des gens qui vont sur une mission dépenser beaucoup d'argent dans des frais de mission, de taxi, d'hôtel, etc. Tout cet argent, finalement, aurait pu servir à régler un problème bien précis. Par exemple, ce qui m'énerve, moi, c'est de voir ces hordes de touristes dits humanitaires qui vont venir à 10, 12 faire des programmes sur un programme d'eau, par exemple, alors que tous leurs billets d'avion, leur hôtel, etc., auraient suffi à construire un puits. Donc Ouais, ouais, c'est un ouais, peu... ouais. Bon, c'est un peu... L'homme est un peu comme ça, il se fait plaisir avant tout. À partir du moment où il y a un effet bénéfique pour les populations, bon, j'essaye d'être beaucoup plus tolérant. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Parce que nous-mêmes, on va nous reprocher ça, hein. Moi, je sais que parfois, je vais avoir un budget pour une mission, je vais opérer 50 malades. Bon, ben, il y a d'autres ONG qui vont me dire, écoute Patrick, ton budget et tes opérations pour 50 malades, c'est ridicule. Moi, avec ton argent, j'aurais vacciné tout un village. Ouais, C'est vrai ouais, ouais. qu'on fait ce qu'on sait faire et on se fait plaisir avant tout, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a appris à faire. Moi, je ne suis pas là pour vacciner, je suis là Ouais. pour opérer. Alors, c'est vrai qu'en comparaison, et ça, c'est une vraie question d'éthique. Est-ce qu'il vaut mieux vacciner un village entier contre la polio ou est-ce qu'il vaut mieux opérer 50 malades qui ont des séquelles de brûlure? Je Hmm. n'ai pas de réponse. Moi, je suis un chirurgien, je sais opérer, je sais réparer les séquelles de brûlure. Eh bien, je fais ce que je sais faire, plus modestement. Mhm. Mais ça n'empêche pas qu'il faut également vacciner Oui, bien les sûr, bien sûr. populations. Non, mais à Mais ce niveau-là, mon ouais. éthique me dit que pour vacciner les populations, les médecins locaux sont tout à fait compétents et n'ont pas besoin de moi. Tandis que moi, pour faire Hmm. de la chirurgie réparatrice en dispensaire, eh bien, il faut un chirurgien plasticien. Le jour où il y aura des chirurgiens plasticiens et réparateurs dans les dispensaires en Afrique, on arrêtera d'y aller. Aujourd'hui, eh ben, dans les endroits où je vais, il n'y a pas de chirurgien réparateur. Donc, je fais mes modestes 50 enfants. Mais ça n'empêche que je suis là pour soutenir également la vaccination Oui, bien sûr. des villages. Mais toi, concrètement, ce que tu fais, c'est que tu apportes ce qu'il n'y a pas sur place. C'est tout l'intérêt Ah, de c'est le ce que but, vous c'est l'éthique faites. Bah première. oui, L'éthique bien première, sûr. c'est d'abord d'apporter ce que les populations ont besoin, de leur apporter une réponse à leurs problèmes, et dans un domaine que ne peuvent pas faire les médecins et les chirurgiens locaux. Ouais, Il est bah, bien évident que je ne sûr. vais pas aller en Afrique faire des hernies ombilicales, je ne vais pas aller en Afrique faire des vaccinations. Les médecins, les infirmiers localement sont aussi compétents, voire plus compétents que nous. On n'est pas là. Ouais. Donc l'éthique, c'est pas de se substituer au système de santé local, c'est d'apporter quelque chose que le système de santé local ne peut pas faire, en accord avec les programmes de santé et tout en respectant les autorités sanitaires. Un des axes premiers de l'éthique, c'est de respecter l'éthique du pays.
Et je reviens juste sur cette histoire que tu viens d'évoquer un peu plus tôt, sur ce patient qu'il fallait amputer pour lui sauver la vie, et ça a mis 2 jours à discuter si oui ou non il voulait le faire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation où tu as dit, par exemple, il faut amputer ou quelque chose comme ça, et on t'a dit non? Bien sûr, bien sûr, c'est arrivé parce que les croyances locales parfois sont telles que le tradipraticien local ou les gens par peur ou par différents procédés refusent de l'intervention et notre rôle c'est de l'accepter. Bien sûr, Ouais, on explique bien, on utilise tous les moyens pour persuader, pour donner des explications. Mais le vrai problème, c'est la différence culturelle. C'est-à-dire que la notion pour nous d'urgence, la notion de septicémie, la notion de mort, etc., n'est pas parfois bien comprise parce qu'on n'a pas les mêmes référents culturels. Donc moi, je vais expliquer avec des mots européens ou des mots de chirurgie ou de médecine, de biomédecine, qui ne vont pas être compris par le patient ou la famille. Pour eux, si jamais il y a un problème au niveau de la main, c'est peut-être qu'un sort qui a été jeté. Donc c'est là qu'on rentre dans l'invisible. Et donc pour eux, le problème doit être traité par l'invisible et non pas par le visible. Donc ils refusent l'amputation, ils refusent l'intervention. Ça nous arrive souvent. Hein. En consultation, quand on voit des patients, il y a beaucoup de patients entre la consultation et l'intervention qui fuient ou qu'on ne revoit pas parce qu'ils sont passés chez le tradipraticien qui leur dit non, 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 ça va être traité par la médecine traditionnelle, etc. C'est là ouais, où nous, on fait la différence entre les bons tradipraticiens et les mauvais tradipraticiens. Le bon tradipraticien, c'est celui qui fait la médecine traditionnelle et qui connaît ses limites. Et dès qu'il voit que c'est en dehors de son champ d'application, va adresser le patient à la médecine moderne. ouais. Tandis qu'il y a quand même, comme dans tout métier, 10% de charlatans, où tu as 10% de tradipraticiens qui vont garder le patient jusqu'à la Ouais. mort ou les Mm. complications qui peuvent arriver, bien sûr. En fait, finalement, enfin, l'idée de base, c'est quand même de soigner le patient, que ce soit de manière visible, comme toi tu fais concrètement, tu vas opérer, tu vas soigner la blessure, tu vas réparer, ou de manière invisible, à partir du moment où le patient est soigné, bah, il est content en fait, et c'est ça le but Bah, éthique le but de nos missions, c'est de ta mission. d'essayer de soigner. Guérir, je n'aurais pas la prétention de dire qu'on guérit les patients parce que c'est difficile de définir la guérison. En plus, dans les missions en Afrique, où il y a une partie visible et invisible, nous, on peut traiter que la partie visible. Donc nous, ce qu'on s'astreint à faire, c'est d'essayer de soigner, d'apporter un soin, de répondre à la demande du patient. Et dans tous les cas, sur un plan éthique, c'est de faire le mieux qu'on sait faire, de faire au mieux. Voilà. Moi, quand je vois un enfant je fais comme si c'était mon enfant, eh ben, il a un bras qui est bloqué à cause d'une séquelle de brûlure. Je vais libérer la brûlure, libérer la bride, l'opérer. Je vais faire au mieux comme si c'était mon gosse. Tout simplement, pour moi, c'est ça l'éthique, tout en respectant les traditions, la culture locale. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs éthiques avec un S. Et ça m'ennuie de parler d'une seule éthique. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous aura plu.